professeur d'Ortiguier, bonjour Michael. Bonjour. Alors nous retrouvons cette fois-ci non plus pour évoquer le Covid-19, la prolongation du confinement. Je pense qu'il y a beaucoup de vidéos déjà qui traitent du sujet. Donc, mais en parallèle, je voulais discuter avec vous, professeur, de l'évolution de l'éducation nationale depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on voit bien quand même qu'il y a eu un changement qui s'est bien opéré, avec la destruction progressive de l'instruction et l'importation aussi du modèle américain à travers le Common Core, qui est lui-même, on en parlera plus en détail, financé par évidemment Bill Gates. Oui, Il est partout, hein. il n'est pas oui. Et, et ensuite, aborder avec vous la propagande d'État auprès des enfants, et comme vous le disiez souvent, auprès des petits aussi, hein, à l'école élémentaire, puis au collège, au lycée et même à l'université maintenant, avec des propagandes plus politisées. Oui. Réduction de la lecture, de l'histoire aussi, l'histoire qui a pu enseigner ou qui est plutôt orientée maintenant. Et pour finir, ce que vous évoquiez aussi souvent, c'est la médicalisation des comportements. Donc on y découvre de nouvelles pathologies, de nouvelles compétences. On donne des catégories aux élèves maintenant, donc avec les hauts potentiels, les dyspraxiques, les dyslexiques, enfin tout a une explication finalement. Et le stress, par contre, le stress à l'école est devenu la norme. Donc l'enseignement n'est plus vraiment du plaisir. Et là, je pense que c'est pareil pour les enseignants. Je ne pense pas qu'ils prennent énormément de plaisir à enseigner ce qu'ils enseignent. Et le stress est normalisé. Donc on éduque dans le stress dès le petit âge. Et ce stress continue durant toute la scolarité. Bien. Et on prépare les enfants à devenir de braves petits soldats, à travailler, à consommer et rien d'autre. Donc voilà, je vais vous laisser développer mes différents thèmes. Je vous laisse la parole. Je vous remercie, mais merci aussi votre présence, votre participation, Michael. Bien, il est de, il est de fait, ce n'est pas la peine de le dire, que j'appartiens à une autre génération et j'étais bien sûr professeur de, de philosophie, donc depuis 1969. Et déjà, quand j'ai pris mon poste, mes professeurs me disaient, professeurs de préparation au concours, hein, que l'enseignement n'avait plus de sens, qu'il était orienté vers non pas vers la culture du loisir, c'est-à-dire que on estimait quand on rentrait dans un lycée, quand on allait un enfant, par exemple à la campagne ou autre, allait à l'école, euh, il, euh, il était placé en dehors des soucis du quotidien, des nécessités de travail, et donc il avait à cultiver une liberté d'apprendre et je dirais un peu une sorte non pas d'observation du réel, mais de spéculation sur le réel. C'est une sorte de prière, si vous voulez, même que dans une église, les gens entrent, ou une mosquée, ils entrent en laissant derrière eux ce qu'il y a de soucis immédiats, et essaient, disons, de voir plus loin, non, je ne dis pas d'approfondir, mais de projeter leur existence. Et c'est ce que nous faisions au lycée, avec des aides, évidemment, qui étaient d'ailleurs, c'était les ouvrages. Or, une première chose que j'ai constatée, dès que j'ai pris mon poste, et bien sûr qu'aujourd'hui c'est plus que confirmé, c'est l'absence de manuels corrects. C'est-à-dire, ce ne sont pas des manuels dans lesquels les enfants ou les jeunes gens, les adolescents, peuvent apprendre par eux-mêmes. Ce qui était notre cas. On avait un niveau peut-être un peu trop élevé par rapport à la moyenne européenne et donc un peu utopique, mais disons qui était faisable, qui était atteignable. Nous avions le sentiment que certaines matières, toutes les matières même, disons, qui étaient à notre portée, pouvaient être développées davantage. C'est-à-dire que nous avions, disons, l'occasion de réfléchir sur la nature de ce que nous faisions.
et pas seulement d'obéir aux consignes qui nous étaient données. Alors, nous faisions, c'est un peu difficile à dire, mais pourtant c'est simple, hein, mais nous faisions beaucoup de versions, de dissertations d'ailleurs de français, c'est-à-dire il y avait d'abord des narrations, et où on développait un thème qu'il fallait construire, bien sûr, avec une conclusion, une présentation, un développement. Ensuite, c'était la même chose à partir de, mettons, des 14 ans, 13-14 ans, 15 ans, mettons, oui, 13-14 ans, en seconde, par là. Eh bien, parce qu'on a atteigné cet âge-là, on a atteigné les 14 ans en seconde, eh bien, on avait la dissertation de français, on prenait quelques vers, etc. Et là-dessus, disons, on développait notre imagination aussi. Et en la développant, on la disciplinait, bien sûr, puisque elle rencontrait des obstacles, elle s'adaptait à l'obstacle, elle surmontait les obstacles, elle se garantissait de certaines erreurs. Bref, c'était une éducation. Or, tout ceci a disparu brutalement par des sortes de putsch, de coups d'État. Je ne dis pas autre chose. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, des brisures. Et comme je les ai vues dans le passé, j'estime que, quelle est mon surprise, j'estime que vous-même, vous les connaîtrez dans les temps à venir. Alors, ces brisures viennent, évidemment, c'est-à-dire de la baisse du niveau, au point que la baisse du niveau, dans tout domaine, évidemment. Mais moi, par exemple, qui ai fait les études de lettres, j'ai constaté que le niveau des sciences était plus élevé quand j'étais en première en philo qu'il l'a été par la suite. Alors qu'on pouvait penser au contraire que disons, la technologie et autres pouvaient amener au contraire davantage de connaissances et de cultiver des besoins de connaissances. Pas du tout. La mathématique, par exemple, je sais que mais quand j'avais mes élèves par la suite, après les années 70, et que je leur demandais ce que c'était que des intégrales, etc., ils ne le savaient pas en lettres. Ils n'avaient aucune connaissance des principes élémentaires de physique. Je pense aux principes d'inertie ou autres. C'était des classes entières qui étaient, alors qu'elles étaient plongées soi-disant dans un univers technique, qui ignoraient ce que nous savions par la culture générale, sans être spécialisés. Et cette culture générale était beaucoup plus forte, évidemment, et elle permettait à quelqu'un de s'adapter dans la vie par la suite. C'est-à-dire de passer, par exemple, des lettres aux sciences. Nous Oui. avions un bac, par exemple, en première et en philo, et ce baccalauréat était en deux sessions. Et souvent, j'ai des camarades, c'était le cas, par exemple, pour ne pas, voyez, ce n'est pas un propos subversif que je tiens, mais celui qui a fait passer la thèse à Macron, par exemple, je les connais très bien, c'était donc Balibar, Étienne Balibar, était avec moi en Cagne. Bon, son père était au Parti communiste, c'était des gens venant de Pologne. Bon, eh bien, il avait passé comment dirais-je, son bac philo et son bac mathélème la même année. C'est-à-dire qu'on pouvait, disons, vous ne repreniez pas les mêmes matières qui avaient déjà été faites, mais nous avions beaucoup de camarades qui avaient ainsi deux cultures, culture mathématique, culture littéraire. Or, ceci est devenu, à notre avis, impossible. Et impossible par décret, c'est-à-dire que on dit que les choses ont changé. Non, les choses ont été imposées, c'est tout. Lorsque les professeurs changent de nature, il est certain que les élèves le voient. Les élèves comprennent, par exemple, quand il y a un appauvrissement. Quand Oui. j'étais en classe, et partout, jusque dans le Nord, j'étais à Péronne, par là, j'étais célibataire, donc je suis toujours resté célibataire. Donc, dans les commissions sociales, je suis payé aux socialistes, évidemment, nous passions en dernier, vous voyez. Bon, et mais c'était très bon, puisque ça m'a permis de rester dans le Nord. Et là, j'ai vu des élèves qui constataient, qui disaient même qu'ils ne pouvaient pas évidemment remplacer les professeurs, ils comprenaient que le niveau est baissé. Et eux-mêmes le disaient, c'est-à-dire que la jeunesse avait ce flair, cet instinct, disons, de percevoir, disons, que le professeur ne maîtrisait pas ses matières. Alors, ne maîtrisant pas les matières, il a changé évidemment d'orientation, il a changé de sens. On n'a plus enseigné, on a fait une sorte d'entretien, c'est-à-dire qu'on a animé les gens, on les a bien sûr, on dit aujourd'hui idéologisés. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on leur a enseigné très peu de choses, et donc il fallait rendre ces choses-là cohérentes. Et pour les rendre cohérentes, eh bien, on a inventé, on peut dire, écoutez, ben, n'ose pas dire le mot, parce que le mot, évidemment, c'est plutôt manque de sacré, mais une sorte de religion artificielle.
on dit que la terreur a créé les dieux. C'est une formule latine, vous savez, de Lucrèce. Eh bien, on a inventé des terreurs et là-dessus, on a créé, bien sûr, la terreur qu'elle a été. Ça a été des terreurs, évidemment, politiques, des terreurs psychologiques, en introduisant, bien sûr, un vocabulaire psychanalytique. Et on a, comme vous l'avez bien dit, Mézi, on a aussi psychiatrisé, si je veux, tous les comportements. Oui. Bien, nous-mêmes, nous faisions en philosophie, nous avions un certificat de psychiatrie qui était très indépendant, qui était passé à la fac de médecine, à l'université. Ce n'était pas des cours de lettres. Hein. Il fallait aller nous-mêmes à l'hôpital. Bon, moi, j'allais donc à l'hôpital de Parisien, là, qui était spécialisé là-dedans. Et nous avions des cours vraiment médicaux sur la nature. On pouvait savoir ce que c'était qu'une hystérie, on pouvait savoir ce que c'est qu'une schizophrénie et autres. Donc, les mots chez nous avaient un sens. Les mots étaient attachés à une réalité véritablement anormale. Or, on a, avec des gens que vous connaissez, bien sûr, Michel Foucault, c'est un homme qui était formé d'une famille très conservatrice, il était très bien formé, mais lui-même, disons, pour des raisons, disons, je sais pas, des raisons très personnelles, disons, il n'y avait pas plus, s'est mis à attaquer ce qu'il avait appris, disons, à détruire ce qu'il avait appris, et nous a enseigné, disons, qu'il n'y avait pas de différence entre le normal et la normale. Bon, alors, ceci va bien quand on est vraiment des raffinés, entre raffinés, si je puis dire. Mais quand on le dit au peuple, c'est-à-dire quand on le dit à la matière la plus simple et la plus vivante de la population, je dis la plus simple et la plus vivante, à ce moment-là, on produit des désastres. Parce que la personne croit comprendre, et à ce moment-là, on lui donne une idée fausse. C'est-à-dire qu'on fait comprendre à chacun que disons que la normalité n'est pas du tout acquise, qu'elle n'est acquise non pas par la nature, ça c'est ce que dit même Jean-Luc Ferry. Ferry dit que c'est la nature, qu'il a même dit autre jour qu'il n'y avait comment il s'appelle Hitler, pardon, vous voyez, parfois je fais des efforts pour retenir les noms, il n'y avait que Hitler pour pouvoir croire à la nature. Bon, il a dit ça il y a quelque temps. Alors, quand on voit des choses comme cela, évidemment, on n'est pas surpris que des parents d'élèves me disent, vous savez, mon fils, il est dyslexique, mon fils, il est ceci, mon fils, il est atone, mon fils, il est ceci. Alors j'explique, je dis d'abord, écoutez, on va faire un peu de grec, ça signifie ça, ça. Bon. Est-ce que d'après vous, il fait ceci? Est-ce qu'il ne se lève pas le matin? Est-ce qu'il ne joue pas? Si, donc il n'est pas atone. Donc, voyez-vous, c'est la maîtresse qui l'a dit. Non, la maîtresse, elle ne fait que dire, je dis la maîtresse, car l'enseignement est féminisé, homme ou femme est très féminisé. Oui. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autonomie propre. Il s'attache à un prestige. C'est normal que l'instinct féminin s'attache à un prestige, mais là, c'est un prestige, c'est-à-dire que des professeurs n'ont plus confiance en eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas plus de culture. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire comment allez-vous parler, par exemple, de la colère, parler des passions humaines, si vous n'avez pas réfléchi à ce que les anciens nous disaient des passions? Pourquoi est-ce important de le savoir? Parce qu'ils l'ont écrit mieux que d'autres, bien sûr. C'est-à-dire que l'enseignement filtrait autrefois ce que les siècles avaient produit. Filtrer, c'est-à-dire laisser passer ce qu'il y avait de bien. Nous, on n'a pas le temps de filtrer toute la production qu'il y a aujourd'hui. Alors, je pense que dans la production qu'il y a aujourd'hui, une grande partie ne subsistera pas. Je suis en train de travailler maintenant sur pour une amie sur la littérature postmoderne. Bon, je suis sûr qu'elle ne fera pas 30 ans de plus. Bon, mais il s'agit là de paradoxes, d'une somme de paradoxes. Mais à savoir lire, pouvoir trouver le sujet d'une proposition, faire de l'analyse logique, tout ceci, nous le faisions en cinquième, tout ceci parlait en cinquième, à l'âge de 11 ans, 12 ans. Nous avions des manuels d'analyse logique, où on voyait ce que c'était que la causalité, la finalité. Je dis bien, on voyait ces termes quand on avait 11 ans. Et mais ensuite, quand j'ai demandé à mes élèves s'ils avaient fait de l'analyse logique, ils m'ont dit jamais. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une proposition causale. Alors, on a détruit systématiquement par les programmes. Alors, vous allez me dire, la question est de savoir qui détruit. Ça, oui, bien sûr. Et, nous, on s'attache surtout à comment détruire. Alors, on détruit, non pas du tout en diminuant le travail, mais en accumulant un travail inutile. Oui. C'est-à-dire que nous avions très peu d'heures, par exemple, de travail, assez peu d'heures de travail. En Allemagne, vous le savez, en certaines régions anglaises, mais surtout en Allemagne, on ne travaillait que le matin.
En Italie aussi. En Italie aussi, c'est ça, oui, c'est Oui. Mmh. tout ce qui a été impérial finalement, a été, on travaillait que le matin, et ceci, je l'ai vu, j'ai discuté avec des camarades, et même l'inspecteur général, il me regardait en me disant, écoutez, non, 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 là, c'est pas du tout, je peux pas en parler de ça, non, non. Je lui dis, est-ce que vous trouvez que c'est bien ou est-ce que vous trouvez que c'est plus mal? Oui, c'est beaucoup mieux. Mais vous savez, le tempérament français, l'administration, etc. Bon, on pouvait dire la même chose pour les concours. Vous savez que la France a des concours, les autres pays en ont très peu, presque moins, beaucoup moins. Et donc, on avait, disons, un contact avec les professeurs, comme ils l'ont aujourd'hui en Allemagne quelquefois, il est beaucoup plus réel. C'est-à-dire que chez nous, ce qu'on appelle l'idéologie, euh, on veut, en fait, ce qu'on a découvert à travers, quand on parle des pandémies, là, on veut en réalité pas discipliner, mais euh, euh, imposer une autorité. Voilà. Et C'est vrai. alors, la personne, elle a le choix. Ou bien elle le suit, ou bien elle se dresse contre l'autorité. Mais qu'elle suive l'autorité comme un mouton, ou qu'elle se dresse contre, en réalité, l'autorité, comment dirais-je, elle, euh, elle diminue la fécondité de l'esprit. Parce Oui. qu'il n'y a pas de, il n'y a plus de travail personnel. Il n'y a pas, par exemple, on nous disait, j'ai fait une conférence là-dessus, vous savez, autrefois, on nous disait, par exemple, vous allez revenir, vous restez là 2 heures au collège, vous allez revenir chez vous, faire une dissertation, par exemple, et vous êtes seul devant votre papier. Et évidemment, on cultivait beaucoup la réflexion. Non pas, mais aujourd'hui, on suit des directions, Oui. on suit des directives, si vous voulez. Bon, alors une fois qu'on a accompli certaines indications, on estime que le travail est suffisant. Alors, vous avez, bien sûr, on peut toujours plaisanter, mais ce que j'entends dire est vraiment déprimant. Bon, je le sais parce que j'ai des amis, en particulier tunisiennes, qui s'occupent d'élever les enfants. Elles ont élevé les enfants, maintenant elles élèvent les enfants des enfants à Paris. Je vous donne une biologiste ou autre, nous nous connaissons depuis les années 70. Donc, je vois très bien, disons que par la culture musulmane, par exemple tunisienne, à certains égards, bien parmi les gens honnêtes, est beaucoup plus proche de ce que nous étions, nous, dans les années 50-60 qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a l'autorité familiale, il y a le respect de la personne âgée, etc. Tout ça, le respect du maître. Eh bien, quand je vois quand même que l'on donne en première, quand même, à expliquer Cendrillon, et que c'est une occasion de parler des genres, de la théorie du genre. Bon, je Oui. trouve ça ridicule. Et pourquoi, Mézi? Parce que on comble un vide. On comble un vide. Il est interdit maintenant de cultiver la mémoire. Bon, C'est vrai. mais alors, ce qui fait que on dit la mémoire est surchargée. Oui, bien sûr, il ne faut pas être surchargé quand on revient du marché. Mais enfin, quand on revient du marché, il faut quand même pouvoir porter quelque chose. Tandis que là, on a rendu les gens, comment dire, une sorte d'asthénie. On les a affaiblis. Alors, il n'y a plus de mémoire. Bien. Alors, évidemment, apprendre une règle de grammaire n'a pas de sens. Nous apprenions le latin, par exemple, le grec, l'allemand, etc. Moi, je l'ai appris par moi-même, enfin, disons, l'anglais, c'est ça, en apprenant des règles de grammaire qui étaient bien choisies pour que l'esprit travaille là-dessus. On avait cette idée que l'esprit travaillait dans l'homme. Voilà. Or, Oui. aujourd'hui, cette notion d'esprit travaillant lui-même dans l'homme est abandonnée. On estime que l'homme est quelqu'un qui doit s'adapter. Un enfant dit à son père, par exemple, mais pourquoi devrait-on parler du passé alors qu'on est tourné vers l'avenir? Bon, alors là, le père, qui est un homme d'esprit, lui a répondu, bien sûr, si je te dis par exemple qu'il y a un homme, si je te dis par exemple que tel homme va venir te voir et qu'il va te frapper et que je ne te le dise pas, bon, la prochaine fois que tu le verras, évidemment, tu subiras ses effets, mais moi, mon devoir, c'est de te dire ce qui s'est passé, ce que cet homme a déjà fait, de bien ou de mal. Bon, c'est une petite réponse, mais les enfants sont excités, en effet, je l'ai remarqué, on leur dit dans les classes, et les classes les plus idéologiques sont le primaire. Hein, le primaire. On Oui. leur dit dans le primaire, oui, mais c'est vraiment le primaire. On leur Le dit, non, primaire. non, vous Mmh. appartenez à une autre génération. Oui, tout le temps. J'ai répondu, vous voyez, j'ai entendu ça. Mmh. Oui, Moi, oui. j'ai répondu l'autre jour à une fille, la pauvre fille, on lui a enlevé la totalité de la thyroïde. Enfin bon, ça c'est encore une chose que je ne comprends pas, mais enfin bon, on me dit que c'est pour éviter des cancers 20 ans plus tard. Bon, écoutez, personne n'y croit, bien sûr. Enfin, la pauvre fille, elle était,
elle faisait de la mythologie, tout ça, et je lui ai dit quelque chose, elle m'a dit, ah, mais non, nous n'appartenons pas à la même génération. Oui. J'ai répondu, tu es la génération de la Troisième Guerre mondiale, qu'est-ce que chacun a sa guerre, quoi. Bien, voilà, alors on les met en garde de ne pas toucher aux adultes, voyez-vous, de ne pas avoir de lien avec les, bien sûr, avec les parents. Les premiers, c'est les parents, bien sûr. Les parents, c'est des gens qui, finalement, sont tolérables, disons, mais attention. Oui, Et attention, oui. il faut faire attention parce qu'ils peuvent vous imposer ceci, ils Mm. peuvent vous freiner dans votre… Bon, tout ceci, bien sûr, ce n'est pas sérieux. J'avais un professeur de philo à la Sorbonne, René Poirier, qui disait, tout ceci est un peu polisson. Bon, oui, c'est en effet, c'est très polisson. Mais vous avez, il recrute dans l'enseignement, je dois dire, je dis ça pour le primaire, et je le sais puisque vous l'avez dans le primaire, mais enfin, il a à faire de très bonnes choses. Il a un bon directeur italien, d'ailleurs, d'origine, un homme cultivé, donc, mais je reconnais que la plupart des collègues qu'il a sont des collègues qui sont d'une ignorance totale. Oui. Un collègue qui ignore jusqu'à Théophile Gautier, enfin, c'est-à-dire tout ce qui était dans la gare des Michards que nous avions, dans ces manuels, est vraiment, on confond, enfin, l'orthographe est… Pourquoi l'orthographe, par exemple, est-elle ignorée par les professeurs eux-mêmes? On apprend à le mépriser. Oui. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas justement que l'enfant réfléchisse seul en se guidant sur l'orthographe comme une logique. On ne veut pas lui dire qu'il y a une logique dans la langue. Mais il y a des enseignants qui l'ignorent aussi, qui eux-mêmes font Oui, alors des erreurs et ce sont ceux-là, qui sont les plus efficaces, évidemment. oui, parce que Évidemment, ceux-là. Et alors, comme ces gens-là ne trouvent leur métier manque de sel, évidemment, alors ils le font, ils ont raison d'ailleurs d'estimer que ce qu'ils font n'a pas d'intérêt. Comme ils ne peuvent pas comparer avec ce qui s'est produit avant, évidemment, ils se laissent aller. Alors, ils ont, mettons, tantôt ils se laissent aller, enfin, dans plusieurs domaines, mais ils s'attachent à des détails, c'est-à-dire qu'ils ne voient plus l'instruction, ils ne voient plus comment vous dire, la matière enseignée. La matière enseignée est une occasion de former l'idéologie, de former une certaine idéologie, de mettre en garde, d'assombrir le passé. Ça, c'était exactement ce qu'on avait fait à l'époque, dans les années 50, on m'avait demandé dans les années 50, ceux qui assombrissaient le passé, pourtant dans un milieu cultivé, c'était les marxistes, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y avait, bien sûr, je me rappelle Tersen, le professeur Tersen, qui était à Louis le Grand, et il disait toujours, il disait au fils de Torres, qui est à côté de moi, et il disait, Torres, n'oubliez pas que l'Antiquité est fondée sur l'esclavage. Bon. Ça, quoi, Torres, qui était anticommuniste, le fils du secrétaire du parti. Et il a dit, mais j'en connais en Russie qui préférait vivre sous l'esclavage romain que vivre sous le régime actuel. Bon, alors, ça avait été un scandale en classe, je me rappelle, mais il avait raison. On avait cette idée caricaturale. Mes camarades de l'école des Chartes, qui étaient avec moi, qui étaient formés, qui venaient souvent de familles communistes, parce que les professeurs, le Parti communiste est très important dans les années 50. oui. Vous avez entendu parler de ça, c'était vraiment très fort. Et en fait, ce Parti communiste, permettez-moi, je vous dis ce que je n'entends pas, mais que je crois, donc je profite de l'occasion, c'était une forme de fascisme renversé. C'est très très fort, vous voyez. C'est comme les gens qui sont… Il y en a qui sont contre la religion, mais ils font une autre religion, puissante, parce que quand même, il faut une religion. Donc, Oui. même les laïcs font une religion. Alors, on avait renversé, bien sûr, les fascismes, mais on faisait pour avoir l'appui populaire, évidemment, et on faisait un fascisme à sa manière, avec une histoire complètement, évidemment, trafiquée. Mes camarades de l'école des Chartes étaient tous il n'y en avait pas tous, mais une grande partie étaient des enfants de professeurs d'anglais ou autres, qui étaient communistes, membres du Parti communiste, qui était très important parmi les professeurs d'histoire, et ils apprenaient en un mois que tout ce qu'on leur avait dit sur la Révolution française, quand ils étaient en préparation, était faux, que les faits étaient inexistants, voyez-vous. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de ceci et jamais eu de cela. Ce qu'on a représenté comme étant quelque chose d'affreux au Moyen-Âge ou autre n'a jamais existé. Bon, je donne ces exemples-là. Et ainsi de suite. Et c'était par génération comme ça. Tous d'ailleurs redevenaient ou religieux ou devenaient à droite, etc. Passer à droite, comme on dit, tout au moins une droite un peu donjuanesque, si vous voulez. Voilà, enfin, pas. Ainsi de suite. Alors, ça, c'est les années 50. Et 60, vous avez eu ensuite des gens comme, bien sûr, on peut faire une histoire
évidemment avec des faits comme ça, des anecdotes, mais disons que, on peut parler de 68, tout cela, bien sûr, comment les professeurs d'université ont été abattus par les maîtres assistants. C'était atroce. Je vois encore Yankelevitch en train de dire, il faut les sortir tous de là. Il est à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi je ne lui ai pas foutu sur la figure, mais quand même, écoutez, nous avions des professeurs qui étaient, je peux en témoigner, qui consacraient leur temps à nous. Ils nous voyaient dans la rue au quartier latin, ils nous disaient, venez, on va prendre un café, ils nous expliquaient ce qu'il y avait à faire. Ça, c'est impossible. Aujourd'hui, la personne, elle sera à 6h, 8h, vous avez vu, mais elle ne vous attendra pas 2 minutes de plus. J'ai demandé à une amie, je ne donne pas la nationalité, mais je lui dis, vous avez parlé combien de temps avec votre professeur dans l'année? Oh, elle me dit, elle me regarde comme ça, peut-être une demi-heure. Oui, peut-être une demi-heure, en plusieurs fois, elle me dit. Eh bien oui, en plusieurs fois, oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors on dit qu'on était plus nombreux. En effet, enfin, ça. Monsieur, je pourrais continuer, mais je vais vous donner, puisque l'utilité de ce que vous faites, c'est d'enregistrer, bien sûr, des faits. C'est que je me rappelle, je vous l'ai peut-être dit, mais je m'en excuse, mais c'est pour ceux qui ne l'ont pas entendu, je me rappelle que monsieur, celui qui avait fait un fils de paysan du reste, qui était deux fils de paysans, là, qui étaient Lagarde et Michard. Michard et Lagarde étaient du côté de chez moi, du côté des Pyrénées, là. Et puis du côté de chez nous, disons. Et puis Michard était une famille de paysans un peu plus au nord, mais ils s'étaient tous rencontrés à Toulouse. Eh bien, Michard m'avait dit, c'est plus la peine d'aller enseigner, d'Ortiguer, il n'y a plus d'enseignement. Je prends mon poste. Et il m'avait dit, et c'est là qu'on revient dans l'idéologie. Je donne son témoignage. Et ben, je l'entends me dire, on était le long de la Seine, hein, avec sa femme, il m'a dit, quand j'étais inspecteur général, au vu de ce que je recevais, des instructions que je recevais, je parle des années 61-62, mais après vous avoir laissé, Henri IV, j'ai compris, d'après ce que je recevais, qu'on voulait détruire la culture que vous aviez reçue. C'était donc une intention vraiment mise en forme. Le comte Gobineau, par exemple, je vais vous donner cet exemple, dans une correspondance avec un diplomate autrichien, il dit ceci. Il dit l'administration, c'est la révolution. Oui, on a fait une révolution, c'est-à-dire une destruction, c'est dans le sens-là qu'il faut le prendre. On a mis à bas ce qu'il y avait uniquement par des mesures administratives, des mesures presque anonymes, voyez-vous. Alors, on a dit, on ne fera plus ceci. Par exemple, écoutez, je vais vous dire ceci, j'ai enseigné de l'allemand à des élèves comme ça, parce que bon, j'aimais l'allemand à cause de la philosophie, de la musique aussi. Et j'ai voulu donner des cours privés. Et j'ai donné comme des cours privés en prenant quelques poèmes. Bien. Et mon collègue d'allemand, qui était flamand, c'était à Pamiers dans l'Ariège, m'a dit, nous avons l'interdiction de l'inspection générale de choisir des poèmes pour ne pas donner une bonne idée de l'Allemagne. Il faut donner une idée un peu sombre. C'est la même chose pour l'anglais. Moi, ah oui. En anglais, demander à un jeune homme, est-ce que tu connais je sais pas moi, la poésie des lacs, par exemple, de Lake District, il vous regardera avec des yeux comme ça. J'ai demandé à un professeur, justement, j'ai dit quand même, les enfants ouvrent des yeux, mais vous faites un jeu, le Lake District, les Daffodils, tout ça. Il me regarde, non, qu'est-ce que c'est? Ben, je dis, c'est la poésie romantique, enfin la poésie du début du 19e. Ainsi de suite. Alors là, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose qui était abattu. Et quand j'ai demandé à Michard, justement, je lui ai dit, quand je vais prendre mon poste pour l'enseignement, il m'a dit, d'Ortiguer, c'est plus la peine d'y aller, il n'y a plus d'enseignement. Nous étions en octobre 69. Hein. Et donc, je vous parle de 69-70. Alors qu'on dit, mais non, tout se passait bien, c'est après que c'est venu avec le socialisme. Non, 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 tout ceci était en germe. Oui. Et c'était en germe, c'était cultivé en laboratoire, voyez-vous, et ensuite on attend le moment voulu, c'est une image que je donne bien sûr, voulu, de répandre le produit nocif. Et aujourd'hui, on répand ce produit nocif uniquement par l'ignorance. C'est-à-dire que l'ignorance, ce n'est pas l'ignorance pure. L'ignorance pure, vous pensez au savoir qui va contrebalancer l'ignorance. Non, c'est une fausse ignorance, c'est-à-dire une ignorance qu'on présente comme un savoir nouveau. Voilà. Donc un faux savoir, en fait. Vous voyez, mais vous voyez. Oui, un faux savoir. C'est un faux savoir.
Parce J'ai que fait une conférence, je m'excuse de me citer, mais enfin, c'était pour me reprendre officiellement. J'avais dit l'enseignement de l'ignorance. Oui, c'était pas oui, ce que j'ai voulu dire. En mmh, fait, le véritable enseignement, comme dans Platon, par exemple, j'aime bien de plus en plus du reste, parce que, et surtout avec, comme je disais, je dis ça pour Michael, c'est surtout pour le, comment ça s'appelle, dans l'esprit antitrinitaire, évidemment, qui est dans Platon, qui n'est pas dans Aristote. Eh bien, dans ces gens-là, on dit que justement, on apprend à avoir conscience de son ignorance pour pouvoir purifier le savoir. Tandis que mmh, là, dès le départ, la personne, on la bourre de notions qui ne sont pas forcément, qui ne sont pas très intelligibles. mmh, Et alors, c'est pas qu'on lui demande de l'apprendre par cœur, mais tout le temps que l'on consacre à lui donner des choses qu'elle comprend à moitié, eh bien, on ne lui fait pas découvrir quoi, par exemple. Eh bien, par exemple, ce que c'est qu'une phrase. Ben oui, oui, écoutez, à l'âge de septième, dans mes manuels de septième, de huitième, pardon, de, de huitième, c'est ça, de septième, par exemple, de septième, je me rappelle huitième, et surtout la septième, bon, nous avions des textes d'Anatole France, des textes enfin de Richepin, bon, c'est peu connu aujourd'hui, qui a donné son nom à une rue de Paris, là, dans le 16e, etc. C'était des textes, d'ailleurs, qui étaient écrits par ces auteurs pour l'enfance. Anatole France écrivait pour l'enfance. Il écrivait pour que ce soit lu par des gens de cet âge-là. Est-ce que vous croyez qu'il y a un souci de cette enfance aujourd'hui? Non, 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 pas du tout. Même vous avez des ballades, des cantines, tout ça, qui sont écrites par des grands auteurs. Oui, oui. mais bon, voilà, et puis c'est tout. Mais Tout le monde s'en contente finalement parce que, même les parents, moi je vois, ils ne sont pas, comment dire? Ils ne sont pas choqués par ce qui est enseigné à leurs enfants et oui, ce qui importe maintenant, ce sont les notes, le passage à la classe supérieure et oui, c'est c'est tout. superficiel. C'est très superficiel et Très puis, superficiel, mais très heu, superficiel. comme vous disiez aussi la dernière fois, maintenant, bon, il a 13 de moyenne, bon voilà, il a 13 de moyenne et c'est Mais sur la petite en question, oui. Avant, elle avait 17, tu vois, on me dit. Ah bon? Et puis maintenant, elle a 13. Alors, elle a baissé quand même. Je dis, mais quel est le niveau? 14. Bon, oui, très bien. ça n'a pas de Oui, sens, mais bon. c'est le kolkhoz raconté dans les journaux du Parti communiste français, vous comprenez? C'est-à-dire Oui. que les chiffres ne correspondent pas à la réalité. Ah, absolument pas, absolument pas. C'est tout. Et je dis les kolkhozes parce que c'était ça, il y avait beaucoup de bourrage de crâne, etc. etc. Et là, c'est pareil. Ce sont les mêmes types de personnes, d'ailleurs, même genre, c'est-à-dire, il y a un mépris quand même de la jeunesse là-dedans. Il y a un Mmh. mépris complet. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais ça, ce n'est pas le cas des écoles différentes, des écoles privées. C'est moins Non, le cas. Mais vous savez, quand vous grattez le plus, hein, c'est, c'est, vous grattez, vous voyez un peu l'indifférence, l'indifférence, complètement, l'indifférence, complètement. la froideur d'âme, l'absence de cœur. Enfin, quand même, que des gens sortent comme mon voisin. Je regarde la campagne que vous connaissez ici. Mon Mmh. voisin est venu me voir faire ma connaissance, disons un garçon de 22 ans, et il sortait de l'armée. Il rentrait à l'université en fac de droit. Il n'avait jamais entendu parler, je dis bien entendu parler, de Mmh. Rousseau, jamais entendu parler de Non, Montaigne, rien. C'est moi qui d'accord. l'ai fait acheter. Je lui ai dit, on va l'acheter et on va le faire. Alors, on l'a fait pendant 11 jours. Je travaillais 3 heures, 4 heures d'affilée par jour, comme ça, en parlant, vous savez, comme Napoléon dictait son truc. Et il était content. Il m'a dit, et c'est à la fin qu'il m'a dit, monsieur, tout ce que vous m'avez parlé, tout ce que vous m'avez dit, je n'en ai jamais entendu parler. Alors j'ai dit, mais vous les connaissiez quand même, Montesquieu, tout ça, l'esprit des lois. Il dit jamais. Mon Dieu. Rousseau, vous l'aviez entendu parler, les professions de foi, Nicolas Savoyard. Il m'a dit jamais. Bon, maintenant, il est en fac de droit. Bon, je suis content de lui avoir appris, de lui avoir ouvert les yeux. Mais quand même, vous imaginez un tel garçon rentrant dans la fac de droit et qui n'a jamais entendu parler de ça. C'est terrible, Alors c'est que c'est pas la terrible. peine de dire bécariat, comme ça, mais rien, mais c'est facile à dire. Quand même quelqu'un qui s'assied à 20 ans, 21 ans, vous lui dites, voilà la théorie des peines par Beccaria qui était pour la paix contre la peine de mort, tout ceci, ce que lui a répondu Hegel, tout ça. Bon, mais enfin, je lui ai dit tout ceci, vous voulez que je vous en parle? Il m'a dit oui, mais il m'a dit c'est très intéressant, mais oui, oui, c'est intéressant. Et alors après, il m'a dit, vous savez, quand je suis revenu chez moi, j'ai mis en note tout ce que vous m'avez dit. Mais oui, c'est un garçon d'origine de la campagne, disons, mais oui, enfin, je veux dire que je pense à tous ses camarades, tous ces gens de son âge qui sont perdus.
Oui, qui sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils n'ont aucun instrument. C'est comme quelqu'un qui n'aurait ni boussole ni rien, qui pourrait même pas voir la course du soleil. Enfin, je sais pas, évidemment, je peux toujours, comment vous dire, prendre. Et alors, vous avez bien sûr des, comment vous dire, des gens qui sont en retard. C'est-à-dire que, je vais dire ça, c'était encore une adresse à Michael, mais par exemple, en Tunisie, ils sont en retard, évidemment, parce qu'ils sont encore liés à l'ancienne méthode de travail, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils apprennent les grands-mères, vous voyez. Alors, je vois les enfants, les parents musulmans, par exemple, de mon neveu, ils disent, voilà, mais nous apprenons, nous sommes contents parce que vous pouvez apprendre la grammaire. Alors là, c'est un retard qu'en fait, ils sont en avance. Tous les mots sont faux, vous comprenez? Oui, tout est inversé. Les valeurs Toutes les valeurs sont inversées, oui. Alors, on n'a plus que. Oui, alors vous avez aussi bon, comment dirais-je? Je vous ai raconté cette jeune femme là, qui, dans un lycée parisien, donne à une élève dont on m'a parlé un commentaire à faire sur. Elle lui demande son avis, pardon, sur la fin de Cendrillon. Elle dit comment tu ne verrais pas une autre conclusion. Elle a dit si qu'elle épouse sa sœur. Alors aussitôt, au lieu de rire, bon, ce qui n'est pas évidemment très risible, mais enfin, elle a dit oh mais je vous parlerai parce que le tutoiement est démocratique quand même maintenant, vous voyez. C'est un camp vietnamien, vous voyez, un camp Viet Minh. Et, alors, il dit, on vous coupe la tête, mais en vous tutoyant. Quoi. Et alors, elle dit, la fois prochaine, tu vois, eh ben, je te parlerai des LGBT. Elle a fille à 15 ans. Je ne sais Mais, pas. mais Pierre, ça avait commencé plus tôt aussi ici. C'était à l'âge de 12 ans. Au Oui. collège, LGBT était intervenu pour faire Oui. une conférence de 4 heures. Enfin, il faut quand même. Vous m'aviez dit oui, oui, oui. Mais les enfants sont intelligents quand même parce qu'ils se demandaient ce que faisaient ces gens-là. Ben, oui. Et beaucoup ont dit, mais ils veulent nous inciter à quoi? En fait, se poser des Oui, c'est questions. ça, qu'est-ce qu'ils cherchent de nous? Oui, ça, l'enfant peut le comprendre. Ça. Et L'enfant, les enseignants sont complètement, je ne sais pas si c'est de la naïveté, ils disent: «Non mais les temps ont changé, il faut s'ouvrir aux autres», oui, c'est non ça. mais Oui, ça n'est pas la question, ce n'est pas non, le lieu. mais c'est comme ça qu'ils l'ont fait admettre. Oui, C'est-à-dire qu'ils ont fait admettre des choses qui étaient ridicules et épouvantables, avec un vocabulaire qui ressemblait d'ailleurs au vocabulaire religieux, oui, c'est-à-dire par la charité. tout Voyez? à fait, Le diable rentre avec un trousseau de clés qui s'appelle la charité. tout Voilà. à fait. Alors il faut s'ouvrir à l'autre. Je me rappelle d'une caricature anglaise, je crois. Enfin, une caricature qui n'était pas française, elle était anglaise ou italienne. Enfin, c'était pas notre style, mais que j'ai dans un livre là bon, bien sûr d'Amérique du Sud, enfin qui traite de divers sujets, comme on dit, et fait par un Allemand là. Et alors on voit le diable rentrer, comment on appelle, à l'époque de la transformation de l'Église, un peu dans les années 60. Et alors c'est le diable avec les cornes, tout ça, qui a un dossier qui rentre au Vatican. Et il y avait un des prélats qui dit, je crois on est allé un peu loin, vous voyez, oui. Eh bien, je crois qu'on est allé un peu loin. Mais ce vocabulaire, s'ouvrir à l'autre, etc., etc., est c'est une imposture. Et non, je veux dire une imposture, non pas chez ceux qui l'emploient naïvement, parce qu'ils Oui, disent ça, parce qu'ils ne savent pas trouver d'autres arguments, mais de la part de ceux qui avaient une autre instruction, une autre formation. Et ceux-là sont très coupables, évidemment, parce qu'ils bien sûr. savent très bien d'où ils viennent, ils savent très bien où en aller, et ils ont simplement, c'est-à-dire qu'ils ont que c'est ce que dit, je crois, dans l'Évangile, c'est-à-dire ils ont scandalisé, quoi. Sinon, je l'ai connu Oui. beaucoup. Mon prof de philo du collège des Jésuites à Toulouse. Bon, j'étais un homme un peu particulier quand même. Oui, ma mère voulait être protestante, tout ça. Ma mère admirait beaucoup Luther. Enfin, les femmes. Elle était de l'Est, mais enfin, à l'époque de Napoléon, c'était un peu loin quand même. Et mon père, lui, était un Français, c'est-à-dire un Français du Piémont, je crois, au départ, c'est-à-dire un homme cultivé, un homme de musique, vous voyez. Des Tortiguiers, il y a des Tortiguiers qui étaient venus là-bas du Piémont dans les années 80, par là, 70, plutôt 70, 60, 70. Bon, il y avait ça un peu, mais je vois comment on appelle, mon prof de philo, par exemple, dont les parents avaient été tués à la fin de la guerre, justement, assassinés par les Rouges, eh bien, comme propriétaire terrien, c'est de classe, propriétaire terrien, eh bien, il me disait, mais pourquoi tu fais de la philosophie d'Ortiguier? Mais ça ne sert à rien.
Mais vous avez où là? Vous avez la tête où maintenant? Il faut voir la vie telle qu'elle est. Ben, la vie, c'est l'esprit quand même, non? Ben oui. Mais la vie, c'est l'esprit. Ben oui. Oui. Mais, alors, je raconte, il me regardait dans les yeux. Après, il est mort sur un chemin en Italie. Il est mort de Navessi en Italie. Mais c'était un homme qui avait été formé autrement. D'autres qui ont tout lâché, d'autres qui sont rentrés dans les vices, je peux le dire, hein, dans les vices purs et simples. Hein. Et voilà, alors tout ceci, ça a été un écroulement des années 62-63. Je profite du fait que je sois là, que je sois encore là, enfin, de ce monde, pour dire que ce que vous décrivez, ça c'est, mon maître Michard avait raison, a été en réalité étudié, mûri, disons, à la fin des années 50. Et alors, on dit souvent, mais c'est pas vrai, vous avez été des réactionnaires, enfin réactionnaires dans le bon sens, ou enfin dans tous les sens que vous voulez, vous aviez De Gaulle, tout ça, etc. Mais je me rappelle très bien, encore ses camarades sont tous morts maintenant, mais un de mes camarades de Louis Grand, qui était agrégé d'histoire, et Michel Arnaud, je cite son nom, il était mort, il s'occupait beaucoup, enfin il s'occupait, disons, du Québec, tout ça. Bon, je dirais pour savoir ce qu'il pensait exactement comme moi, vous voyez, pour dire quand on se voyait à tête, évidemment. Ce qui est rare aujourd'hui, surtout à l'Élysée, à côté de l'Élysée. Et il était ouvert à la jeunesse et au sport, et il m'a dit, nous avons fait une distinction, nous nous occupons de l'économie, vous voyez, nous occupons de la politique, de l'économie, et nous laissons à la gauche tout ce qui est la culture. Oui. Ça a été une très grave erreur, très très grave erreur. C'est un peu il faut le dire, moi je le dis ouvertement, c'est la légèreté française, ça c'est connu. On ne s'en est pas occupé. Bon, on ne s'est pas occupé de. Quand je dis légèreté française, vous savez, bon, je ne vais pas faire savant, mais disons que je regarde souvent ce que Marie-Thérèse d'Autriche dit à sa fille, hein, Marie-Antoinette. Et elle dit des choses comme ça, elle dit le français ne se rend pas compte autour de vous, que vous ne vous rendez pas compte que vous allez à des catastrophes, parce que vous ne prenez pas les choses au sérieux. Il faut prendre des choses au sérieux. La culture est une affaire très sérieuse. L'éducation est une affaire sérieuse. Vous n'allez pas confier votre entreprise à des gens à des enfants que vous n'avez pas formés. C'est pas possible. Qui n'ont vu que les bénéfices, mais qui n'ont pas vu le travail. Oui. Et bien, c'est la même chose. Hein. Alors, tous ces livres ont été, tous ces livres que j'avais là, tous ces manuels, ces très bons manuels, là, étaient, enfin, je pense qu'on faisait, écoutez, dans des petites villes, je sais pas, des villes, on a des trous à la campagne, les gens lisaient à l'époque le Moyen-Âge, le XVIe siècle, etc. Tout ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai très bien compris, j'ai fini par comprendre d'ailleurs pourquoi ça partait comme ça, mais c'est pour ça que j'ai peur de l'avenir. Ou plutôt, je crois, plutôt, pas je crains, mais je crois que l'avenir va s'accélérer, si je puis dire, et que vous allez avoir justement un état d'une demi-sauvagerie, voyez-vous, et que les enfants qui sont bien formés, que vous formerez bien, il faudra les mettre en garde contre justement comment on appelle, la jalousie, la méchanceté même des gens qui sont autour d'eux. Oui, tout à fait. Et oui, ça existe. En grec, on le dit, il y a le kalos et le kakos, mais il y a le bon et le mauvais. Oui, c'est vrai. C'est pas un titre de western, hein. C'est vraiment la base même de la culture. Voyez-vous ? Et professeur, par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'accélération, alors moi j'avais observé ça aux États-Unis, je regardais beaucoup des conférences de Duke Pesta, qui est un professeur de littérature anglaise à l'université du Wisconsin, et qui mettait en garde les parents et grands-parents aussi sur le programme qui avait été défini par Bill Gates et dont l'architecte était David Coleman. You heard Bill Gates say directly into the camera that the purpose of Common Core is to align these broad national tests to the curriculum. That's a problem. The second problem is that, and we've already begun to see it with Common Core, as more and more of this power and control is ceded to the federal government, they're using it to rewrite academic standards, academic achievement. They're using that power to import all sorts of sociological experimentation into your kids. You've heard about the horrors of data mining, how through these big national tests, these computer-based tests, dramatic information is being gathered on your children and disseminated to all sorts of governmental groups and even private organizations. Il expliquait qu'il voulait mettre en place aux États-Unis un système de tests à travers des tablettes. Donc, il n'y a plus vraiment il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'enseignement. Ce sont des tests qui vont tester les connaissances sommaires des enfants.
Et par contre, l'enseignement, il est standardisé. Il va falloir, par exemple, apprendre les mathématiques d'une manière et pas d'une autre. Donc, plus du tout de liberté de compter, par exemple, avec ses doigts. Il va falloir utiliser la méthode qui a été enseignée par Oui, le professeur. Et les tablettes sont fournies à tous les élèves. Alors, et là, on le voit arriver en France, les tablettes dans les écoles. Ces tablettes ne fonctionnent plus si le parent regarde la tablette. Donc, la tablette s'éteint oh là là. dès lors que le parent. Et une autre chose, il y a aussi, et ça, j'ai été confrontée à ça moi-même, je l'avoue, les parents qui sont normalement instruits, qui ont les capacités d'aider leurs enfants, ben, ne comprennent plus ce qui est demandé. C'est ça, c'est recherché. C'est recherché, bien sûr. C'est voulu. Si je peux me permettre. Oui, Michael, bien sûr. Donc moi, je suis encore jeune. J'étais à l'école il y a encore pas si longtemps de ça. On va dire il y a une dizaine d'années, j'étais à peu près dans ce dont vous parlez là. Au collège, je me souviens, donc par rapport à ce que vous venez de dire, mécénat, au collège, je me souviens très bien qu'il y a de nombreuses fois, eh bien, moi-même, je ne comprenais pas ce qui était demandé. Ou alors je le comprenais, mais c'était mal rédigé. Ou bien j'étais, disons, dans l'incapacité de répondre à une question, que ce soit une question de cours de français, par exemple. J'étais dans l'incapacité d'apporter une réponse parce que pour moi, la question n'était pas assez précise, ou bien était mal rédigée, ou bien désorientant. Incapacité, alors que d'autres y arrivaient, comment dire, en claquant des doigts. Oui, parce qu'ils étaient disciplinés, enfin, ils avaient été exercés, quoi. C'est tout. C'est une disciplinés. Question de réflexe, c'est tout. Ils entendent un mot, ils font ça. Et alors, on a compliqué le langage, ou plutôt, on a complexifié un langage pour le rendre aussi invisible. C'est-à-dire qu'autrefois, on pouvait, par les racines des mots, comprendre de ce qu'on disait. Tandis que là, bon, bien sûr, chercher les racines, c'est quelque chose qui a été exclu entièrement, bien sûr, de l'enseignement. Et je crois que on cherche surtout à mesurer la réactivité, si j'emploie ce mot-là, de l'enfant, la réaction de l'enfant. On ne cherche pas à ce qu'il mémorise une vérité ou une forme, disons. J'entends par vérité une forme vraie, quoi, une forme qui se tient. Ben, comme vous faites une mélodie musicale, vous avez une phrase musicale, elle est vraie parce qu'elle se tient, c'est tout. Voilà. Et là, non, parce que je pourrais parler aussi de la musique, de la manière dont on enseigne la musique, évidemment, qui est aberrante, mais enfin, je pense que, je reviens à ceci, alors, je pense que c'est la mémoire qui importe. Ceux qui nous écoutent, qui voudraient savoir comment faire avec leurs enfants, évidemment, comme on dit, les enfants, ce qu'il faudrait, c'est les porter malades pour pouvoir travailler avec eux. Enfin, je crois qu'il faut exercer un peu la mémoire. Non pas comme on le faisait nous, mais un peu se souvenir, par exemple, pour ceux qui aiment bien, disons, retrouver un passé qui est à notre portée quand même. Ne pas oublier que la mémoire, elle est considérée chez les Grecs, chez les Latins, enfin, avant quoi, comme la mère des muses, c'est-à-dire que c'est elle qui finalement entraîne les muses dans la ronde d'Apollon, vous savez, et donc c'est cette mémoire-là qui est une capacité. En fait, ce qui est l'intelligence la plus rapide, c'est l'intelligence rapide, c'est la mémoire rapide, c'est tout. C'est-à-dire, parce que vous avez plusieurs, par exemple, énoncés en mathématiques, par exemple, ou en physique. Eh bien, l'élève intelligent, c'est celui qui va trouver dans sa mémoire ce qui s'applique exactement à ce qui est demandé là. Et il ne le fait que par la mémoire. Et donc, pour pouvoir faire une humanité plus basse, voyez-vous, que l'on peut jeter finalement plus rapidement aussi, eh bien, on va baisser le niveau de la mémoire, c'est tout. C'est-à-dire qu'on va faire on va vérifier d'abord, comme vous dites, par des tests, par des examens. Donc, si l'enfant répond à une normalité, normalité de l'enseignement. Alors, d'un côté, vous avez des gens à la Foucault qui disent la notion de normal est imposée par la société, etc., etc.
À partir de là, on fait un faux raisonnement. Pour qu'il y ait une société, il faut donc qu'il y ait une norme. C'est-à-dire qu'on impose votre norme. Pour ne pas avoir à subir, disent-ils, une norme néfaste. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on crée des oppositions, qu'on fait vivre les gens avec, sans Dieu peut-être, mais avec un diable, vous voyez, toujours à côté, en disant ne pas imiter ceci. Alors, pour les uns, c'est l'intégrisme, pour les autres, c'est le sexisme, pour les autres, c'est le conservatisme, pour les autres, c'est l'intégrisme, vous voyez, tout ça. Bon, je répète. Et, alors, ce sont des formules à courte vue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut évidemment un enseignement un peu. Il faut enseigner avec des méthodes. Moi, je le fais ceci, avec des gens jeunes, avec des méthodes, oui, c'est-à-dire un enseignement, peut-on dire, comment ça s'appelle, non pas illégal, mais un peu concurrent de ce qu'on donne. Oui, en parallèle. J'ai cet exemple-là en parallèle. Je donne par exemple des manuels. Je présente des manuels comme j'en ai un ici pour l'allemand, par exemple, le Deutschland de 3e B, c'est-à-dire comme seconde langue. Oui. Seconde langue, je montre d'abord, quand vous avez le livre entre les mains, l'attention qu'on a pris à imprimer ce livre, à le relier, etc. Vous avez dans le livre, dans chacune, soit 4e, 3e, seconde, vous avez une grammaire qui est répétée à chaque fois. Vous avez des dessins qui sont appliqués à cela. C'est présenté par des inspecteurs généraux de l'époque. Alors, je montrais ça à mes élèves. Dans mon dernier cours, c'était à Pamiers. Je disais, voilà le livre d'anglais à l'époque, qu'on avait en 5e, 4e, 3e. Alors, toute la salle le regardait, et il me regardait, il disait, oui. Et il y en a je vois une fille qui me dit devant moi, vous aviez de la chance à l'époque d'avoir ça. Vous aviez de la chance avec l'accent. Ben, j'ai dit oui. Et il dit, on nous en a parlé. On nous en a parlé. Et donc, ce que l'on fait, c'est un crime, quoi. Oui, c'est ça. C'est un crime, il n'y a pas d'autre chose. Écoutez, ça fait un crime dans les établissements libres, qu'on appelle libres, enfin privés, religieux, etc. Je fais une parenthèse, d'ailleurs, quand j'étais Henri IV, par exemple, j'étais en Louis Grand plus Henri IV, Henri IV, et comme à Louis Grand, où les élèves avaient un prêtre à leur disposition, dans l'établissement. Non, mais je répète ça. Le proviseur était alsacien, oui, et puis il y avait tout cela, il y avait les gens qui voulaient aller voir un prêtre, aller chercher le prêtre dans Henri IV ou à Louis le Grand. Oui, il était là 2 heures par semaine, 3 heures par semaine. Ensuite, vous avez, et alors, moi je connais surtout maintenant l'Autriche, mais en Autriche, vous avez l'imam aussi, quelquefois, bon, vous avez le rabbin. Quand le rabbin n'a pas de monde, il demande aux chrétiens ou aux musulmans. C'est vrai, ceci, de venir remplir la salle. C'est à Grasse, au lycée de Grasse, oui, en Styrie, voilà. Bon, alors, les gens rient de bon cœur, ils disent, oui, écoutez, on viendra vous voir 1 heure, quoi, oui. Et ainsi de suite. Voilà, les gens n'ont pas ça. Alors, on dit, vous le regrettez. C'est pas que je regrette, je crains les conséquences. Bien sûr. Les conséquences, parce que les enfants vont devenir de plus en plus, les enfants, les générations à venir, quoi, disons, vont devenir de plus en plus soumis. On le voit aujourd'hui. Mais même stressés. Même très stressés. Parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de la médicalisation. Et c'est vrai que, par exemple, je sais qu'aux États-Unis, ils ont tout médicalisé. Un enfant qui est un peu agité, il a le trouble de l'attention, on va lui donner de la Ritaline, de l'Adderall pour le calmer. Et en France, moi j'ai vu ça sous diverses formes, on va psychologiser les enfants. Ils n'écoutent pas, faut voir un psychologue. C'est un autisme qui intervient. Voilà, toujours. Alors, pour la lecture ou l'écriture, il faut voir un orthophoniste. Et en fait, ça devient stressant même pour l'enfant. Vous imaginez un enfant de 5 ans, vous allez emmener voir un psychologue, puis un orthophoniste, et puis… C'est stressant, évidemment. C'est horrible. L'enfant comprend qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas au même niveau. Quelque chose qui ne fonctionne pas. Regardez, par exemple, cet usage qu'on a fait du mot d'autisme. Bon, nous le connaissions en licence de philo, parce qu'on avait le certificat de psychologie, certificat supprimé après 70, après 68. Oui, c'est vrai. Oui. Et alors, on avait autisme. Alors, l'autisme était du grec autos, on dit par soi-même. L'autisme était un état dans lequel, en schizophrénie, dans lequel il y a insensibilité totale.
C'est-à-dire, vous dites à un enfant, ton père est mort, bon, il ne fait rien. Mais, enfin, alors ça, ce sont des situations extrêmes. Mais on a communisé, si je puis dire, ce terme-là. C'est-à-dire que là où on pourrait dire des manifestations de type autiste, on a dit ce sont des autistes. Oui. Comme les gens n'avaient pas fait d'études proprement dites, vous savez, ce sont des psychologues. Bon, les psychologues, ce n'est pas des psychiatres. Et puis alors, bon, ils ont repris ça, puis alors ça leur donnait en même temps une certaine autorité en classe. Voyez-vous, ils avaient un vocabulaire un peu particulier. Bon, ainsi de suite. Moi, j'ai connu les psychologues, surtout dans les centres il y avait les centres de psychologie qui commençaient, et ils étaient destinés à travailler en entreprise. Alors là, évidemment, devant des gens, même devant des cadres, voyez-vous, ils peuvent sortir 3-4 mots, bon, qui sont en général du grec. Bon, oui, c'est du grec, oui. Bon, ben, il suffit de connaître le grec pour comprendre que c'est ça, oui. Mais en grec, on dit aftos, je crois maintenant, pour dire. Enfin, autos, oui, autos, c'est soi-même. Ça veut dire soi-même. Un autisme, c'est quelqu'un qui est enfermé en soi-même. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est en soi non plus. Alors, ainsi de suite. Bon, je trouve que qu'on a abusé de la jeunesse et qu'on a finalement, je crois qu'on vise un but, c'est de diminuer la longueur de la vie, je veux dire de la vie active, de la vie, et par là même d'arrêter la jeunesse très tôt, d'arrêter la force de la jeunesse très tôt, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas arriver finalement à entrer entièrement dans l'âge adulte. Je crois qu'il y a beaucoup de déchets. Bien sûr, il y a des sélections qui sont faites. Il y a des gens qui sont choisis pour passer à travers. Mais je crois que cette jeunesse-là, qui est dans les écoles, elle sent, quand elle est intelligente en tout cas, elle le sent encore davantage, mais elle en souffre à tous les niveaux, qu'elle n'est pas formée comme elle doit l'être. Et ça va entraîner, bien sûr, des révoltes, mais des révoltes qui n'iront pas très loin parce que les instruments de la révolte seront très, très courts. Je veux dire, comment voulez-vous qu'ils puissent se heurter à des institutions comme vous parlez, comme celle de Bill Gates ou autre? Il faudrait, si l'enfant essaie par lui-même, s'il est autodidacte à ce moment-là, s'il essaie d'apprendre par lui-même quelque chose en piochant dans le passé, à ce moment-là, évidemment, il sera poursuivi. Il ne dit pas qu'il aura la gendarmerie, comme a dit donc Michael, mais je crois qu'il sera quand même très surveillé, très, très surveillé. Et en particulier, je vous dis, là où on diminue l'indépendance d'esprit, c'est par disons, le sacrifice qu'on fait de la culture générale. Bon. D'ailleurs, le mot n'a plus de sens aujourd'hui. Le mot est abandonné. Et je dois dire qu'on nous cache le passé. Avant, le passé, il était peint avec des couleurs obscures. Maintenant, des couleurs graves, des couleurs sombres. Et maintenant, en fait, il est caché. Il n'est plus connu. On a fermé cette porte. Bon, et qu'est-ce que vous voulez? Je ne pouvais pas. Nous avions le connaissance de ce passé par la gravure, par exemple par la peinture, vous voyez, qu'on trouvait chez différentes personnes. Je me rappelle, j'allais dans le Roussillon, je voyais par exemple le siège chez un ami, le siège de Perpignan, qui avait duré 8 ou 9 mois, vous savez que, enfin, on le voyait. On voyait dans des maisons, on voyait des gravures du passé. Et aujourd'hui, ces gravures sont évidemment non plus lieu d'être, si je puis dire. Mais quand on voit l'art moderne, je ne sais pas ça va laisser dans l'histoire. Oui, qui n'est pas. C'est Heidegger qui disait justement que cet art moderne était tout sauf abstrait, justement, parce qu'il ne pouvait pas y avoir de manifestation de l'esprit, évidemment. On est d'accord. C'est simple. Hein. Il parlait comme un paysan, mais comme. Les Allemands sont d'ailleurs en ce sens un peu. Ce sens du concret, les Anglais aussi. Mais nous sommes affolés, nous sommes surtout pris en main par des gens. Nous sommes dirigés en réalité, nous sommes contrôlés. Et dans l'enseignement, il y a ça aussi, ils ont ouvert l'enseignement à des gens qui savent que l'enseignement ne sera pas non plus ne donnera pas une carrière satisfaisante. Voilà. Ils le disent en plus. Ils le savent. Oui. Ils en ont conscience. Un certain poids quand même, oui. Une certaine autorité, un certain poids. Il faut voir quand même comment les professeurs étaient habillés. Enfin,
mon père était chemisier, comme vous savez, à Toulouse. Hein. Oui, bien sûr. Il y a des professeurs venir, ils portaient la pochette, ils portaient la cravate, ils portaient. Tous mes camarades, nous portions la cravate, mais les camarades les plus simples. Enfin, c'était pas comme pour les bourgeois, comme on dit. Non, c'était très simple, très très simple. Je suis très étonné dire de la simplicité également des vêtements de notre temps comparé à ceux d'aujourd'hui dans les lycées. Ou alors vous avez les différences de classe qui se manifestent aussitôt. Oui, vous avez, oui, très vous avez rapidement. remarqué ça, mais si vous avez remarqué la différence d'habillement, enfin, oui. Et les enfants en font une sorte de motif d'orgueil, ça, et bon, je ne dis pas, évidemment, la mixité n'arrange pas les choses. J'ai toujours été, mais ça, c'est pas une loi, mais disons que mon expérience m'a montré que, sauf peut-être pour les classes de terminale, et encore, oui, peut-être que mais la mixité n'était pas bonne, tout au moins dans les 6e, 5e, 4e, 3e. Bon, après la 3e, je reconnais, oui. Mais là, il faut qu'il y ait surtout pour les garçons. Les filles encore peuvent se sortir. Les garçons, non. Quand je vois ce qui se passe dans les lycées, on me raconte, ils sortent des lycées de Paris. Écoutez, quand je vois que les professeurs ne font pas cours par la parole, et qu'ils font cours avec le iPhone. Oui, ou les PowerPoint. Et si je n'avais pas eu justement cette amie tunisienne qui me raconte ce qui se passe au truc, c'était la tata, comme je l'appelle. Ben oui, je ne le croirais pas. En effet, en silence, le professeur tape. Et les enfants, en silence, reçoivent ce qu'il dit. Vous n'avez plus le timbre de la parole. Non. Et vous n'avez pas la capacité même de rectifier qui est dans la parole. Vous avez un beau texte de Platon dans le Phèdre, où il dit qu'il y a dans le Phèdre, hein, qui est sur l'âme, qui est sur la beauté, il parle justement de l'avantage de la parole sur l'écrit. Parce que dans la parole, on peut justement s'adapter à la personne. Tandis que dans l'écrit, d'ailleurs tous les écrits, vous le voyez, même un livre très simple peut être interprété très mal, il y a toujours une ambiguïté, il y a la conservation quand même. Mais tout ceci, vous voyez, c'est passé quand même l'espace, je dois dire, d'une vie d'homme. Je parle de moi-même, 79 ans ce mois-ci, je l'ai vu dans ma vie d'homme, oui, mais je l'ai vu. Mais vous voyez, je ne regrette, j'en souffre beaucoup moins que mes professeurs qui, à l'époque, devaient avoir une 60aine d'années, et on m'ont dit comme ça, d'Ortiguier, c'est la fin de la culture. Ah oui, j'en connaissais un, Dreyfus Foyer, qui était alsacien, il m'a dit, c'est la fin de la culture. Il a dit ça en 60, il est mort en 69, il a dit ça en 67, oui, 68, en 68, bon, la culture, oui. Et puis ainsi de suite, et puis d'autres, combien d'autres. Mais ça prouve bien que le démantèlement de l'éducation nationale, bon, déjà qui s'appelle l'éducation nationale et pas instruction nationale, oui. mais la destruction a été très lente, comme beaucoup de choses en France, et ça permet la soumission, la résignation, et en fait, on s'en accommode. Oui, vous faites bien de relever que, comme toujours en France, ça a été lent, mais alors c'était lent mais profond, ça a été efficace. Oui, là, c'est efficace. C'est efficace, oui, c'est efficace. Tout le monde s'en accommode. Je me rappelle d'un. Alors, quelquefois, ils ont même accentué des difficultés pour rendre les matières trop difficiles et par là même les simplifier abusivement. Oui. Je me rappelle d'un. Peut-être vous l'ai-je raconté, mais c'est parce que. Un garçon du Luxembourg qui était venu nous voir au Henri IV, donc en cours d'année, comme un invité, vous voyez, comme ça. Il était resté quelques jours et il avait repris M. Michard sur un thème latin. Je vous dis ça. Il avait dit non, monsieur, est-ce que je pourrais vous proposer quelque chose? Ça me semble plus adapté. On l'a regardé, évidemment, comme si c'était un messie, pas le messie de Touati, mais enfin le messie du le pauvre. Et alors, il nous a expliqué, on lui dit, mais tu fais en latin? Il dit, chez nous, il dit, nous apprenons du latin, mais c'est moins poussé que chez vous. Mais par là même, c'est mieux maîtrisé. C'est-à-dire que nous travaillons d'abord, il dit, sans dictionnaire. Vous vous rendez compte? Ah oui. Sans dictionnaire. C'est-à-dire, on apprend le vocabulaire latin, c'est tout. Et alors, on a des textes moins difficiles, mais disons, plus. Alors, évidemment, ça, c'est dans le secondaire. Et puis ensuite, on peut le cultiver dans le supérieur.
Et alors, c'est ce qui faisait même que, je prends l'exemple du Luxembourg, peut-être de la Belgique, je ne me souviens pas, mais de l'Allemagne, oui, et de la Suisse, c'est que par exemple en philosophie, il n'y avait pas de cours de philosophie en Allemagne, vous savez, à la fin du lycée. C'était des cours de culture générale qu'on estimait nécessaires pour l'étape suivante de la philosophie qui se passait dans le supérieur, voyez-vous. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu faire, comment dirais-je, affermir les fondations. Tandis que nous sommes arrivés très vite, et nous sommes arrivés très vite, mais ça avait évidemment aussi certain prestige, bien sûr, enfin, certain succès quand même. Mais disons, nous l'avons payé parce que cet enseignement-là était très fragile. Moi, j'étais très frappé, par exemple, de voir que dans les librairies à Vienne, le client rentrait en saluant en latin quand même le libraire. Enfin, je veux dire, j'avais jamais vu ça. Servus, etc. Il dit quelques mots latins. Je me rappelle, c'était près du Parlement. Eh bien oui, vous savez, il vaut mieux, enfin, je ne sais pas comment. Bon, nous sortirons des décombres quand même un jour. Enfin, nous, c'est façon de parler. Nos générations après sortiront des décombres. Mais je crois que la France, quand même, je crois vraiment profondément, disons, en sortira comme une nation de second ordre. Ça ne veut pas dire du dernier ordre, mais parce que nous aurons trop vite, nous aurons comment dire, trop vite effacé, trop rapidement effacé le passé. Et donc, vous avez parlé de l'influence américaine, mais l'influence américaine, d'ailleurs, qui est souvent pas toujours très bien digérée, vient justement de cette faiblesse-là. Et maintenant, c'est compensé en Amérique, je crois savoir, par d'autres attitudes. Par exemple, je suis très étonné de voir, de constater qu'il y a une certaine liberté dans la presse aux États-Unis, dans une certaine presse, que j'ignore ici complètement. Mais ici, la personne, c'est pas la gendarmerie qu'elle aurait chez elle. Elle aurait un régiment. Oui. Ah oui, je suis très étonné de voir des gens écrire des livres, tout ça, qui ici seraient censurés tout de suite. Bien sûr, mais je crois que ça a moins d'impact. Je crois que chez eux, ça a moins d'impact parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux et quelque part moins. Ils sont beaucoup plus nombreux et moins développés, entre guillemets. Ça se perd un peu, oui, vous avez raison, ça se perd un peu. Mais disons que quand je projette l'avenir, si on imaginait que ce soit dans 30-40 ans, à peu près, c'est un chiffre comme ça, il y aura quand même quelque chose peut-être à partir duquel remonter. Est-ce que nous aurons encore quelque chose dans 30-40 ans? On peut pas, il n'y a pas une logique qui va à l'encontre de ça. Mais ça sera très difficile, très très difficile. Surtout si l'on sépare les générations. Et ce qu'on va faire, à mon avis, ce qu'on fait maintenant, mais qu'on fera dans les années à venir. Oui, on va couper les gens, à mon avis, des familles, davantage des familles. Vous ne trouvez pas? Oui, bah, on en avait parlé la dernière fois. C'est vrai que c'était un peu ce que je craignais aussi. Je veux pas être alarmiste, mais bon, j'ai un petit doute là-dessus. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Si vous permettez, j'ai lu quelque chose dernièrement à ce sujet. Oui, Michael. J'ai vu passer une information comme quoi donc les visites familiales en maison de retraite, qu'on nomme aujourd'hui EHPAD, sont interdites. Oui, en effet, Et dans une région, je ne sais plus laquelle, ce sont les gendarmes. Les gendarmes vont visiter les personnes âgées pour leur donner de la compagnie, à la place des familles, puisque les visites familiales sont interdites. Oui, les gendarmes pour faire les visites. Oui, oui, c'est une. C'est ridicule. Que dire de ça? Que dire de plus, comme on dit, mais je ne sais pas. Bien sûr, il faut qu'ils remplissent un vide. Mais ce pli a été pris. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes âgées, en tout cas, qui ont certainement dû dépérir avec ça. Vous savez, ça très certainement. Pas, mais si, aussi. Les gens se font. Il y a une autre vision du temps et je ne la revois plus, je ne la reverrai plus jamais. Voilà. Enfin, bon. Il y a aussi des gens qui veulent partir. Enfin, vous connaissez, partir. Je les verrai d'en haut, quoi, oui. Enfin, ou d'en bas, je ne sais pas. Enfin, quoi. Je les verrai. Mais je reconnais que ça a été une cruauté
qui a été soulevé l'autre jour, justement quand je donnais une émission là, par un avocat libanais qui a repris cette fin tragique, qui a repris le fait, disons, de ces fins tragiques dans les EHPAD. Oui. Je crois que ça a marqué, vous savez, beaucoup. Ça a marqué l'Europe, hein, en tout cas, hein, parce qu'on parle de nous, enfin, je ne dis pas que ce ne soit pas passé ailleurs, mais je crois que ça a marqué particulièrement le pays. Oui, je pense que ça a marqué le pays. Oui. Je ne sais pas si c'est pareil en Italie, c'est pareil. Mais j'ai peine. Surtout l'Italie du Nord. Surtout l'Italie du Nord. C'est vrai, l'Italie du Nord, surtout, oui. Oui. Mais dans le sud de l'Italie, il y a eu un petit peu le même profil que nous avons eu ici en Occitanie. Il n'y a pas eu trop de cas et oui. Les familles sont restées quand même regroupées. Regroupées. Donc, il y a moins de soucis. Après, moi, ce qui m'inquiétait, c'était un petit peu le déconfinement par rapport aux enfants qui allaient certainement reprendre l'école. J'ai des doutes sur ce qui se trame un petit peu par rapport à nos enfants. Oui. Et je pense que les parents devraient s'investir davantage dans l'instruction de leurs enfants, mais aussi dans leur éducation, et ne pas compter sur l'État pour s'occuper de leurs enfants, et faire peut-être éventuellement des sacrifices, parce que c'est bien... Oui, eh bien, vous voyez ce que vous dites, je l'ai observé. J'ai observé justement que les parents s'occupent moins de leurs enfants, veulent moins s'occuper de leurs enfants. C'est-à-dire que déchargent trop aisément à l'État. Parce qu'on n'est pas contre l'État, mais on peut quand même accompagner. Moi, je sais que mes parents, quand c'était en mathématiques, par exemple, en arithmétique, ma mère n'avait que le certificat d'études, mais elle m'aidait en arithmétique, même en 5e, donc à 11 ans. Et ma soeur ensuite me prenait le relais pour l'algèbre. Mais le fait de l'avoir entendu de ma mère, tout ça, c'est quelque chose qui m'avait aidé, vous voyez. Enfin, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Je revenais de la classe, je ne réfléchissais pas là-dessus, je le trouvais naturel, normal. Mais il y a quand même une suite. On nous apprenait, bien sûr, mais partout, au lycée aussi, qu'il y avait une suite entre les parents et les enseignants. Mais je vous ai déjà raconté, certainement, oui, comment l'explication de texte a été introduite à la place de la dissertation. Là, oui, je me souviens. Oui, c'était pour éviter l'influence culturelle de la famille. C'est-à-dire qu'on préfère être tous idiots plutôt qu'il y ait quelques gens cultivés. Voilà. Alors qu'avant, ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un chez nous était fort en mathématiques ou autre, c'est vrai, il y avait des enfants d'ingénieurs, des enfants de mathématiciens, tout ça, enfin, de gens qui avaient fait de l'école polytechnique, j'en ai connu, de jésuites, hein. Eh bien, nous allions vers eux, c'est-à-dire qu'on était content, au contraire, d'avoir une source. Bien sûr. Tandis que là, il y a quand même cet aspect de jalousie aussi, jalousie qui est un peu muette, mais enfin, qui est quand même présente. On peut ne rien dire et quand même avoir le sentiment. Et alors là, on préfère aller il faut dire quand même que la présentation des mathématiques, aujourd'hui, elle est ridicule. Enfin, c'est complètement. Mais vraiment, elle est nulle. Enfin, alors, on dit qu'on est dépassé on serait dépassé par les hauts-tantôt. Il n'y a rien à les faire. Et dans un pays qui a produit quand même, enfin, un pays comme tout l'Occident, qui a produit quand même des gens. Ça, c'est le parent le plus pauvre. Hein. Et c'est là que l'on voit justement le mensonge en disant, vous voyez, à l'époque, c'était des pays, des États autoritaires, etc. Tout ça. Ben oui, autoritaire, oui, il y avait de l'autorité, mais on acceptait l'autorité parce qu'on savait que c'était un moyen d'acquérir une perfection. Comme ce qu'on est. Ben oui, il y a l'autorité également de l'entraîneur en gymnastique, de l'entraîneur en sport, si vous voulez. Ben, je crois qu'il y a beaucoup d'enfantillage et surtout qu'on a réservé, ou que l'on réserve, la carrière d'enseignant. Je ne parle pas des filles et des garçons, ce n'est pas la question de féminisme ou pas, mais à des gens qui acceptent cela un peu, non pas par vocation, mais à défaut de pouvoir faire autre chose. Mais bien sûr. Moi, c'est l'impression que j'ai. C'est l'impression que j'ai. Parce que je ne retrouve plus du tout mes anciens professeurs. Moi non plus. Dans l'attitude. Écoutez, permettez-moi de vous dire, je le vois dans la tête des gens, sur la tête des gens. Quoi. Je vois des professeurs qui restaient anonymes, enfin, d'ici, ils étaient connus pour leur culture,
Et raconter, par exemple, les professeurs d'histoire racontaient beaucoup de choses dans les lycées, dans les collèges. J'ai encore parlé l'autre jour là j'ai parlé hier, je ne sais pas, vous l'avez vu, sur cette récentiste, la Capelle, là, bien récentiste, je prononce bien les mots, m'a approuvé donc sur l'origine du 1er mai, vous savez, le 1er mai des travailleurs, donc l'origine c'était des Allemands de Chicago qui avaient leur journal, Der Arbeiter, et qui demandaient à ce qu'ils aient les mêmes qualités sociales, les mêmes attributions que leurs camarades en Allemagne à partir de 83. Vous savez que c'est de 86 cette émeute-là. Ils ont dit simplement c'est possible ailleurs, donc on le fait ici. Bon, on les a fusillés, bien sûr. On les a fusillés parce qu'on ne savait pas quoi faire. Mais ceci, je l'ai appris comment? Par un professeur, un colonel, quand j'étais en 4e, 5e, 4e. Voyez-vous, je ne sais pas comment dire, un colonel à la retraite, oui, qui était notre professeur pendant 1 an, c'est le colonel Pruvot. Et on sentait qu'il était content d'enseigner. Il nous donnait son expérience, oui. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, ce sont des carriéristes parce que ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que des enseignants il y a quand même des perles de temps en temps. Il ne faut pas Oui, bien mettre sûr, tout dans le c'est même normal, sac, mais naturel. ces perles-là, elles se sont consacrées à l'enseignement. Elles aiment enseigner, par exemple, le français avec une culture, de la littérature. Et ceux-là, en général, par l'académie, sont très mal notés ou n'ont pas une carrière très valorisante. Cependant, il y aura des enseignants qui adoptent la doxa, qui suivent les règles, qui sont inspectés régulièrement pour qu'on voit bien qu'ils adoptent toutes les règles dictées par l'éducation nationale. Et ceux-là sont très bien notés, ont une belle carrière, ils évoluent. Oui, 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 bien sûr, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a Ce n'est aussi pas comme une motivation. j'ai une collègue un collègue de mon parent là, qui a reçu une lettre d'inspection générale, une femme de l'inspection générale qui l'a félicité pour un cours qu'elle n'avait pas fait, vous voyez. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Elle a dit, je vous remercie, vous avez fait en particulier, vous avez fait. Alors elle a dit, je ne l'ai jamais fait. C'est incroyable. Elle est au moins honnête. Oui, en fait, bon, c'est un cours sur la cuisine, je crois. Elle dit, je n'ai jamais parlé de cuisine. Elle avait confondu. Attention, le rapport, il l'a reçu 6 mois après, quand même. Vous voyez. Il faut pas quand même. C'est pas comme un de mes camarades il y a quand même un destin, vous savez. Il y a un destin. Il a été très mal inspecté. Je ne dis pas où parce qu'il se reconnaîtrait. Très mal inspecté. Et l'inspecteur, donc ça se passait mal. Et l'inspecteur est mort sur la route juste en le quittant, vous voyez. Bon, il est tombé sur un platane. Oui, ça arrive. Mais d'autres, des inspecteurs qui étaient. Oui, je connais des inspecteurs qui étaient politiques. Hein. Ah oui. J'en ai connu un même quand j'étais nommé au lycée de Tunis, qui était maçon, tout ça, enfin tout là-dessous. Il me disait, qu'est-ce que vous avez fait? Vous faites trop travailler les élèves. J'avais jamais entendu ça. Et vous les faites trop travailler, ils ont fait 3 dissertations, mais vous allez les rendre fous. Bon, c'était au moment de la mort de Gaulle, donc c'était en novembre. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que vous allez faire de plus? Quel est votre projet? Quelle est votre prochaine dissertation? J'ai dit sur Rousseau. Il me dit, Rousseau n'est pas philosophe. Comme ça, à la limite dans le contrat social. Alors, c'était pas philo. Bon, il agissait sur ordre, vous voyez, parce que je suis parti avec 2 refus d'éducation nationale, et poussé par le copain là qui était à l'Élysée, qui est mort, mais ils sont tous morts. Mais il m'avait averti qu'il voyait quand même un grave danger pour le pays, oui. Même on parle de Pompidou, je peux vous en parler parce que je ne veux pas en parler parce qu'il est très mal vu, mais moi, j'ai toujours une sympathie particulière parce que quand même, je vois les choses différemment en disant, et un peu différemment parce qu'il y a des données qu'on n'a pas. Et quand on compare quand même cette génération de professeurs, mon Dieu, et avec les professeurs qui sont venus après, mais c'est plus que le jour et la nuit. Et ils aimaient leur métier. Ça, ils aimaient leur métier. Je dois dire que même les plus sévères étaient là ils avaient une flamme, quoi. Alors on dit, quand on en parle comme ça, on dit, vous idéalisez le passé. Je dis, vous savez, le passé, pour moi, il s'est terminé quand j'avais à peu près dans les 27 ans, 28 ans. Alors donc, je peux dire, mon passé, c'est pas un passé que je dis à partir de 60 ans. Hein. J'ai compris
j'ai compris juste après 68 que c'était fini, que ça ne reviendrait pas. Vous voyez? Alors donc, je me suis dit, bon, j'ai cherché dans le plus grand passé, si je puis dire, pour un plus grand avenir. Je crois que ce que nous connaissons, vous voyez, Mézy, vous voyez, donc Michael, ce que nous connaissons s'écroulera. Ça ne restera pas. Mais malheureusement, ceux qui sortiront des décombres, eh bien, seront vraiment mal en point. Ils seront mal en point. Et ils nous en voudront beaucoup. Ils en voudront beaucoup à ces générations. Oui. De la légèreté criminelle. Légèreté criminelle. Bon, je ne vais pas vous dire des choses sur les Français quand même. Il faut connaître la formule de Voltaire, je la redis quelquefois. Enfin, un peu toujours léger, quelquefois cruel. Hein. Et c'est la vérité. On a été trop léger et je trouve que ces garçons qui étaient à l'école normale ou dans les écoles normales, ces anciens des écoles normales auraient pu réagir. Mais quand vous avez évidemment des gens comme Adler ou autres qui étaient d'école normale, ils ont fait leur carrière. Mais bien sûr. Et c'est tout. Et d'ailleurs, nous avions même cette orientation, vous voyez, c'est que dans la plupart des gens qui étaient à l'école normale ambitionnaient en réalité de faire autre chose que l'enseignement. Oui, c'est vrai. Vous voyez, moi oui. C'est comme ça que j'ai connu, enfin j'ai rencontré un jour dans un couloir, comment il s'appelait là, mon Dieu, j'oublie son nom. Fabius, oui, Fabius. J'ai demandé qui c'est Fabius, qui c'est ce gars-là. On me dit c'est comment on appelle, le fils de comment il s'appelle, du commerçant, là, Fabius, enfin celui qui était dans la joaillerie, etc., tout ça, qui était souvent antiquaire, rue de Seine. Et rue de Seine, où était d'ailleurs l'oncle de Pompidou, vous voyez, rue de Seine, qui était également, qui était, comment on appelle, libraire, hein, et qui s'est engagé ensuite, pas dans l'armée américaine pendant la guerre, évidemment. Voilà, c'est tout. Mais ça, oui, il faut le savoir, tout ça. Il faut le savoir. C'est une autre génération. À Toulouse, par exemple, nous avions des bibliothèques d'occasion, rue du Thor, etc., avec des gens très simples qui les tenaient, et très cultivés. Il y avait Housset qui avait la Bible d'or, il y avait Jean Cot, tout ça. Et on y allait maintenant que j'ai vu tout ça fermé. Et c'est là que j'ai compris qu'on rentrait dans les ténèbres. Évidemment, il faut en sortir. Mais il faut aussi ne pas perdre confiance. Disons que la partie morale de l'individu doit l'emporter sur la partie intellectuelle. Autrement, on ne peut pas tenir. Parce qu'on veut nous attaquer sur la morale. C'est ça surtout. Quand vous verrez, ce n'est pas une question de dire que l'enseignement est mal fait, qu'il y a des choses incompréhensibles, qu'on veut nous rentrer du haut, ça oui. Mais quand vous verrez qu'on veut séparer les familles des enfants, là vous comprendrez quel est véritablement l'enjeu. Et l'enjeu est là. L'enjeu, il est là, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Alors après, on vous dit, oui, les familles, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, je ne sais pas si la famille, enfin, je vois dans le monde entier quand même, chez toutes les tribus, je vois quand même que les familles ont une importance. Enfin, ont une présence quand même. Dans la société occidentale, ce n'est plus tellement le cas. C'est le cas de la société occidentale, oui. Et là, je crois qu'elle est quand même... on est touché quand même, on est touché. Oui, on est vraiment touché. Moi, j'ai vu au Japon, ça me semblait encore vivant. En Chine, bon, je n'étais qu'en 66 en Chine, mais là, vous me racontez, vous êtes allé vous-même, vas-y, mais pour moi, c'est pas enfin, il y a de bonnes choses comme partout, mais disons que le système communiste, s'il est maintenu, s'il est favorisé ainsi, c'est qu'il vise à obtenir un résultat. Enfin, il y a un point. Et bien sûr. Dans une stratégie mondiale. Oui. C'est un laboratoire. Vous l'avez vu vous-même, avec cet esclavagisme, enfin, c'est effrayant quand même. Oh oui. Moi, je l'avais remarqué un peu, mais soupçonné un peu. Mais bon, mes interprètes n'étaient pas communistes, c'était des interprètes catholiques. On voyait qu'elles avaient peur. Et d'ailleurs, 2 ans après, elles ont été envoyées en camp de, comment on appelle, auprès de la frontière mandchoue, là. On nous l'a dit, oui, et puis mes camarades, au contraire de Paris, trouvaient que c'était extraordinaire, etc. C'était avant 68, mais ils trouvaient ça extraordinaire, oui. Extraordinaire, c'est magnifique, etc. Ah, oui, ça dépend du regard qu'on pose quand on va à l'étranger, si on a un regard de touriste ou si on a un regard d'être humain, tout simplement. Voilà, c'est ça. Si on a un regard d'être humain, là,
Mon Dieu, je vois cette femme avec la tête dans le carcan, là. C'était à Shanghai. Oui. Elle avait les mains qui étaient engagées dans le carcan, vous voyez, et Oui. les volets étaient fermés autour d'elle, dans la ruelle qui donnait sur la grande rue. Nous étions avec le car, hein, et alors le car s'est arrêté. S'est arrêté, donc on a pu voir ce qui était dans la petite rue. Et alors les enfants lui jetaient des pierres, des enfants de 7-8 ans. Ce qui m'a frappé, c'est que tous les volets étaient fermés, vous voyez. Tous les volets étaient fermés. C'est-à-dire que les gens n'osaient pas sortir de chez eux. Voilà. Oui, oui, ils craignaient. Alors simplement, ils avaient des enfants de 10 ans, hein, pas plus. Hein. Pas des enfants non, pas des gamins de 17 ans. Non, vraiment des gamins, quoi, des troisièmes, comme on dit, l'âge ingrat. Ils étaient là. Et la bonne femme, elle était là. Et puis, un homme qui a dit à un moment donné, bon, je ne vais pas insister, il a dit, c'est une contre-révolutionnaire. J'ai dit, celui-là, il faudra qu'il le paye un jour, je ne sais pas où. Et il a eu un malheur, un jour, il était dans la médecine. Et il a eu un accident et il a eu les 2 yeux crevés. Même. Oui. Et ça m'a frappé. Ça, enfin, il n'y a aucun rapport, certainement, peut-être, on ne sait pas. Les 2 yeux, oui, les pointes, il a frappé la voiture et 2 pointes lui sont rentrées dans les yeux. Mon Dieu. C'est horrible. C'est horrible. Vous savez, c'est une chose de jeunesse. On y pense. J'avais 25-26 ans à l'époque, oui. On y pense comme ça, oui. Et oui, il était au SAMU, quoi. C'est au SAMU qu'il a vu ça. Et voilà, et oui, non, à part ça, c'était bien fait, Ah non, mais quand je vois la Chine d'aujourd'hui, je comprends très bien ce que c'est, ce marché. Elle commence à devenir notre modèle, donc c'est très inquiétant. Et je pense qu'on pourra en reparler la prochaine fois. Oui, c'est notre modèle, c'est notre modèle. Oui, sinon, il n'y a pas de... Autrement, est-ce que vous vouliez parler d'autre chose, peut-être Alors, je pense que j'ai fait le tour. On a évoqué les 3 sujets. Je ferai des inserts dans la vidéo pour montrer un petit peu aussi ce que disait le professeur Duke Pesta, qui correspond à ce qu'on a dit. Et moi, j'ai pas de questions. Michael, est-ce que tu as des questions? Non, pas particulièrement. Pas particulièrement. Pierre, on peut s'arrêter là, je pense. Oui, très bien. Très bien. Merci. On pourra évoquer un prochain sujet. Oui, on a le choix. Oui. Vous avez quelque chose en tête, là, ou Michael a quelque chose en tête, non? Pas pour le moment. Je vais réfléchir. Autrement, écoutez, je suis là, grâce à Dieu. Hein, oui. J'ai où il n'y a pas de... Non, vous me dites oui, il y a quelque chose. La prochaine fois, je vais élaborer ça, je vais préparer tout ça et la prochaine fois, on se refera une petite vidéo. Parfait. Entre amis. Entre amis, merci, c'est le mot. C'est le mot juste. Merci, Mehdi. Merci, Michael. Toutes mes amitiés. Merci à vous deux pour votre participation et à très, très vite. Prenez soin de vous. Oui, merci. Au revoir. Au revoir, Michael. Merci. Au revoir. There is no force strong enough on this earth to prevent that. There's no amount of hand-waving. There's no amount of saying, they teach the standards, not the test. We don't do that here. Whatever.